C'est un bon ballon. Kavalovic qui a fait nouveau tir de Barca. Salut à tous, bienvenue pour ce 7e épisode de Hors-jeu qui est, vous le savez désormais, le podcast sur le football suisse. Cette semaine, on va parler de la Coupe de Suisse, bien sûr, avec la finale Stade Lausanne-Saint-Gall qui est connue. On va parler du Lausanne Sport, qui a viré Peter Zeidler. On va parler aussi de Sion, à qui des jours importants sont promis. Et il faudra parler de Thun, qui devrait être champion le week-end prochain. Bref, ça nous fait un beau programme. Et pour discuter de tout ça, je suis avec Steve Guillot. Salut Steve. Salut Valentin. Prêt pour attaquer la dernière ligne droite de la saison? Parce que dans un mois, on a bâclé avec le football de club, quoi. Ah ouais, non seulement prêt, mais elle est super excitante, surtout pour ce qui est des places européennes, en fait. Ouais. Et pour les places européennes, il y aura un moment qui sera quand même important parce que la finale de la Coupe de Suisse va être déterminante pour ça. Le fait est simple, quoi. Si Saint-Gall l'emporte, la 4e place de Super League sera qualificative pour la Coupe d'Europe, pour la Conference League. Par contre, si Stade Lausanne l'emporte, ce sera que la 3e place. Mais ça, on le saura que à la fin du championnat, que à la fin de la finale de la Coupe de Suisse qui aura lieu le dimanche 24 mai. Et donc, on connaît l'affiche désormais, Stade Lausanne-Saint-Gall, avec Stade Lausanne samedi qui a battu Getse 2-0. Et j'ai envie de te dire, en commençant par eux, que oui, sur le papier, c'est un exploit, mais moi, en regardant le match, j'ai pas le sentiment que ce soit un si important exploit, vu la dynamique de la rencontre. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de ce match de samedi, qui était finalement assez sympa à suivre. Alors écoute, Valentin, moi je considère tout comme toi que on a affaire à un exploit compte tenu des ligues respectives de Getse et de Stade Lausanne-Ouchy qui ne jouent pas dans la même ligue. Mais ceci étant dit, lorsque tu sors Winterthur, lorsque tu sors Lucerne et évidemment Getse en demi-finale, il faut bien avouer que Stade Lausanne réussit sa campagne de Coupe Suisse et qu'ils ont vraiment plus que mérité leur victoire parce que franchement, à de très rares moments, sur ce match-là, on a pensé que Getse pouvait gagner. Au contraire, je crois que le 2-0 est un strict minimum, tant Stade Lausanne a dominé un bien faible et pas Getse. Moi, je pensais que Getse allait être meilleur, je vais être honnête avec toi. D'ailleurs, je l'avais dit, suite à cette victoire tant importante en championnat contre Victor Tour, je me suis dit, il y aura de l'énergie. Et en fait, que nenni, on n'a vu qu'une seule équipe jouer au football et c'était bien les Vaudois de Stade Lausanne. Ouais, moi, l'impression que j'ai eue finalement, c'est que on a la différence entre une équipe de Super League qui est paumée, en fait, qui sait pas trop où elle va, qui peut gagner quelques matchs à l'énergie, ce genre de choses, comme qu'on a vu contre Winterthur qui était très faible aussi, et une équipe de Challenge League. Alors, ok, elle va pas jouer la promotion, mais au moins elle sait à quoi elle joue, elle a une forme de cohérence sur toute sa saison, elle a toujours été avec le même entraîneur depuis le début de saison et puis même les saisons précédentes. Ses principes sont clairs, c'est pas hyper complexe, mais c'est assez clair, ça veut jouer au foot. Il y a beaucoup d'importance qui est placée sur les ailiers, qui ont un rôle vraiment, vraiment essentiel là-dedans, mais Sartoriti devant, c'est à quoi il joue. Triton au milieu, il a un rôle de créateur comme il n'y a pas beaucoup en Super League non plus. Enfin bref, il y avait une équipe qui savait à quoi elle jouait, et puis une équipe qui avait franchement très, très peu de ressources. D'ailleurs, si on regarde un peu les occasions de Getse, c'est des coups de pied arrêtés ou c'est la continuité d'un coup de pied arrêté. C'est jamais une action qui est bien développée, qui est pensée, même si c'est du jeu direct ou pas, je m'en fiche. Mais c'est jamais une action qui est claire, qui est précise. Alors que c'est Lausanne, tu vois le match, tu dis dans les principes, eux, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent faire, quoi. Ouais, clairement. Et je me suis amusé à me dire, mais quel serait le joueur de Getse qui s'imposerait comme titulaire à Stade Lausanne? Pour moi, il n'y en a qu'un qui a la qualité technique pour pouvoir s'imposer à Stade Lausanne, c'est RC Jensen. Aucun autre, pour moi, serait titulaire à Stade Lausanne. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect que j'aimerais bien approcher aujourd'hui, et peut-être plutôt deux fois qu'une, c'est que le football suisse, courir, on sait. On sait même courir à haute intensité. Je l'ai déjà dit, j'avais lu une étude que on était le 5e pays au monde à avoir le plus de courses à haute intensité. Le gros problème de notre championnat, c'est que
techniquement, on n'est pas prêt à subir la pression techniquement à haute intensité. Donc, il y a un décalage entre les courses et la qualité technique. Et comme Getse n'a pas mis beaucoup de pression sur Stade Lausanne, qui, elle, est une équipe très technique avec beaucoup de talent. D'ailleurs, j'ouvre juste une toute petite parenthèse. On peut regretter le Stade Lausanne du championnat qui est très irrégulier. Parce que cette équipe-là, avec ces joueurs-là, honnêtement, mériterait un meilleur classement. Mais on sait, ils perdent parfois des matchs un peu bêtement. Mais en tout cas, sur ce match-là, tu vois qu'on a un Getse qui n'a pas mis suffisamment de pression pour embêter les joueurs qui sont à l'aise techniquement. Et juste Frey, qui en Super League embête bien les défenses centrales, là, très honnêtement, Souter et Barbet, ils ont vécu 90 minutes plutôt tranquilles. Donc, c'est te dire que Stade Lausanne a vraiment géré son histoire de A à Z pendant plus de quasiment 100 minutes. Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur l'aspect technique, parce qu'évidemment, c'est aussi un de mes combats, entre guillemets. Je trouve que techniquement, on est très souvent très faible en Super League, et en fait, on voit que, alors peut-être pas sur un championnat où il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais sur un match, sur deux matchs, une équipe qui a des joueurs techniques peut emmerder une équipe de Super League. Et alors, on a en effet Stade Lausanne qui a battu Getse, qui a battu tout son parcours jusque-là, c'est la preuve. On a eu Yverdon qui a sorti Lausanne et Servette, avec des joueurs techniques. C'était Urser, en l'occurrence, à l'époque, qui était le coach. Donc, on sait l'importance qu'il plaçait là-dessus. On a évidemment beaucoup parlé de Bienne l'année passée, qui avait aussi ses joueurs techniques dans ce cadre-là, qui pouvaient faire des exploits. Bref, c'est quand même inquiétant qu'à chaque fois, et de plus en plus, inquiétant ou pas d'ailleurs, mais de plus en plus ces dernières années, on voit que des équipes qui ont d'autres ressources que simplement l'intensité sont capables d'embêter les équipes de Super League juste sur la base du jeu. Et ça me fait penser que moi, il y a quelques semaines, j'ai écrit un article, il n'est pas encore sorti, j'ai écrit un article sur Alvin Sanchez, sur le profil particulier qu'il a. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'Alvin Sanchez devrait être à Yverdon au Stade Lausanne, mais sur le profil technique qu'il a et le fait qu'il y en a très peu dans le football suisse des joueurs comme lui, notamment en Super League. Et j'en parlais avec Giorgio Contini, qui était totalement d'accord avec ça, qui lui allait même beaucoup plus loin, c'est qu'on fait beaucoup plus attention à des joueurs de duel, de transition, d'énergie, d'intensité, bref, pour les surclasser, pour les faire monter des paliers dans les clubs de Super League, qu'à des petits, entre guillemets, un peu plus techniques. Alors évidemment, il y a l'exemple de Di Giusto, etc. Mais quand tu vois aujourd'hui qu'un Triton, la manière dont il est capable de jouer ce match, alors il ne fait pas tout juste, il n'y a pas de souci. Les deux ailiers qu'il a sur les côtés, que Yagan est allé chercher en Arménie, le bas, et puis Nomel qui était je ne sais plus où maintenant. Mais bref, c'est la preuve qu'on peut trouver des bonnes idées sur la simple base de qu'est-ce que tu fais avec tes pieds, qu'est-ce que tu fais avec le ballon. Et tout ça, pour revenir à Stade Lausanne, c'est que c'est une équipe qui a choisi de construire son effectif sur cette base-là. Et il y a très peu finalement de destructeurs. Et puis, oui, en effet, ils ne mettent pas beaucoup d'intensité sur certains matchs. Mais en l'occurrence, la technique sur ces matchs-là te permet d'en sortir, quoi. Ouais, clairement, et de manière générale, si on ouvre le débat sur le football suisse, c'est vrai que dès qu'un joueur a vraiment une technique supérieure qui lui permet de l'exprimer dans un foot sous pression, tout de suite, ça se voit en Suisse. Tu parles de Sanchez, de Di Giusto, il y a un gars qui était, quand il est arrivé, il a quand même une technique de qualité supérieure qui lui permet de, tout de suite, on se dit, ah waouh, ça explose aux yeux en fait. Et sur ce match-là, honnêtement, alors moi, il y a un joueur, je serais n'importe quel directeur sportif de club de Super League que j'irais chercher. Vraisemblablement qu'il y en a plusieurs, mais moi, Bass, ça fait un moment que je trouve qu'il est incroyable. Alors, peut-être que tactiquement, il sort d'un contexte très carré, mais au niveau des pieds et des prises de risque, du 1 contre 1, il fait des trucs avec ses pieds incroyables. Bon, alors, il a une frappe là, elle est flottante, mais elle est extraordinaire. Et puis, ça a donné une idée à Nobel qui, quelques secondes après, à lui, fait aussi une frappe extraordinaire. Et tu les as cités, un Triton, il a été au-dessus du lot sur ce match-là. Il fait un match parfait quasiment. Et Sartoretti, juste en parenthèse, ce sera sa deuxième finale, puisque l'année passée, il l'a fait avec Bienne. Et ça me permet de faire quand même encore une fois un lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Bienne, l'année passée, finaliste, équipe de 3e division. Aujourd'hui, on a une équipe de 2e division. Stade Lausanne avec des petits moyens, en tout cas des moyens modestes pour notre championnat. Et très honnêtement,
les deux n'ont rien volé. Les deux n'avaient rien volé. Donc, aujourd'hui, on a quand même se posé pas mal de questions au niveau du niveau du football suisse, mais particulièrement au niveau de sa technique. Et je crois que là, il y a un vrai axe à travailler différemment dans les clubs. Mhm. On va partir là-dessus, mais déjà, il faut évidemment féliciter le travail d'Alibor Stevanovic, de ce qu'il fait depuis plusieurs années, de Stade Lausanne dans sa globalité, parce que ça sort pas de nulle part. Il y a eu la promotion en Super League, puis la relégation derrière, mais ils ont gardé cette ligne, ce travail de recrutement en Suisse, à l'international, parce que Yagan a un réseau, donc c'est mérité finalement dans la manière dont c'est construit intelligemment son club. Mais au-delà de ça, on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement pour le football suisse? Alors on peut aussi mettre Thun là-dedans qui va être champion de Suisse, qui est un petit qui est néo-promu. Il y avait bien comme tu l'évoquais. Mais toi, comment tu vois ça? Comment tu considères cette question-là? Est-ce que c'est bien que Stade Lausanne ou Chi soit en finale de la Coupe de Suisse, un club de Challenge League qui va même pas monter, quoi? Ben, dans le fond, si on va au-delà des considérations économiques, du style est-ce que Stade Lausanne va amener un nombre de spectateurs suffisant à Berne, en parenthèse, les Biennois étaient très nombreux, parce que dans le fond, c'est la fête du football suisse, donc il y aura d'autres spectateurs que uniquement les supporters qui iront voir cette finale de Coupe Suisse, et j'espère que le Vaudois, de manière générale, supportera Stade Lausanne, qui est le représentant du canton. Mais au-delà de ça, moi, j'y vois quand même plutôt quelque chose de bien. Et j'espère que ça réveille un petit peu nos instances et nos dirigeants. Parce que ça fait quand même 2 ans de suite à cette finale de Coupe Suisse. Les clubs y tiennent à peu de choses près. C'est un des rares trophées que tu peux faire à côté du championnat. Il n'y a qu'un champion suisse. Et là, en l'occurrence, tu as la possibilité de, parfois, quand un IB est sorti, quand un BAL est sorti, ben, tu dis, ah, ça doit être pour moi. Et là, tu te retrouves avec une équipe de challenging. Donc, ça doit être une sonnette d'alarme pour le football suisse. On doit beaucoup plus travailler la technique dans nos centres de formation. Et j'irai même plus loin. Dans le fond, tu as parlé du FC Thun, c'est qu'on doit s'inspirer aujourd'hui de la politique du FC Thun. Parce que le FC Thun travaille intelligemment, ils repoussent à la même corde, et surtout, ben, ils n'ont pas les pieds carrés, les gars, qui sont au FC Thun. Alors tu me diras, il y a un collectif, il y a un état d'esprit, mais ils ont de loin pas les pieds carrés. Juste, on en parlera sûrement du FC Thun tout à l'heure, mais cette action du troisième goal, où il lève à 387 à l'heure, et il fait ce centre entrée, reprise directe du gauche de Rastoder, qui est pour moi la révélation de la saison en Super League. C'est exceptionnel, mais ça, c'est ce que tu vois à la télé le mardi et le mercredi, à cette vitesse-là, tu vois. Et quand Ouais. tu as du football à haute intensité, et en Suisse, l'intensité, elle y est, mais le ballon, il circule mal, parce qu'on n'arrive pas à se faire 3 passes de qualité. Et c'est là qu'on doit travailler. Et arrêtons d'aller chercher du 3 et 4e choix à l'étranger, travaillons avec nos jeunes, ils ne sont pas plus conchés qu'ailleurs, et travaillons cette technique, parce qu'il n'y a plus suffisamment de technique dans notre championnat. Et ça, c'est une certitude. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la tactique, le truc, c'est la technique qui est insuffisante, très clairement. Tu parlais de Lé, on va quand même se souvenir que Yagan est allé le chercher à Ville au moment où il monte en Super League. Alors pour lui, ça a un petit peu moins bien marché. Je crois qu'il y avait une blessure à un moment au poignet, sauf erreur. Il avait moins joué, mais on avait déjà vu des qualités. Et puis le fait de le retrouver en Super League à un tel niveau, dans une équipe qui tourne, moi, ça me choque pas. Sur la question de base, là, sur est-ce que ça fait du bien au football suisse, moi, je suis d'accord avec toi, à condition, en effet, qu'il faut que ça réveille les consciences. Soit ça réveille les consciences et on en tire des leçons à bien des niveaux, et notamment nos clubs d'élite, qui doivent quand même se réveiller un tout petit peu. Soit, non, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que n'importe qui peut sortir et il n'y aura jamais de continuité et on n'aura jamais des équipes fortes à nouveau sur la durée, des locomotives, quoi. Et c'est là où ça peut être inquiétant. Maintenant, sur remplir le Wankdorf, j'ai pas de souci. Les Saint-Gallois, à mon avis, il y a un canton qui va débarquer, qui débarquera au Wankdorf. Pas de problème. Toutes les places que le Stade Zalouchi n'arrivera pas à vendre, il y aura les Saint-Gallois pour les prendre. Aucun souci. On a vu d'autres équipes par le passé qui ramenaient pas beaucoup de monde. À l'époque, Toon en 2019, ils n'ont pas ramené beaucoup de monde non plus. Lugano, la première saison, la première année quand il la gagne d'ailleurs, il y avait 8000 Tessinois seulement, il n'y en avait pas 15 000. Donc voilà, Stade de Zanouchi, ils ne feront pas bien pire qu'un autre, sachant que c'est encore plus un club encore plus petit que les autres. Tant pis, voilà, c'est comme ça. L'ASF est sans doute pas très contente, mais on va pas se. Enfin, l'ASF a d'autres considérations à prendre en compte plutôt que de savoir quel club est en finale de la Coupe de Suisse. C'est moins leur souci que en effet la formation des joueurs, etc.
sans trop nous étaler, parce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur Stade Lausanne, peut-être juste un mot sur l'autre demi-finale, où là, par contre, entre Yverdon et Saint-Gall, on a quand même vu une supériorité de Saint-Gall et Yverdon qui était, pour le coup, un petit peu trop faible, quoi. Oui, mais moi je tire quand même cette conclusion. Sur ce match, on a vu clairement la supériorité athlétique de Saint-Gall sur le début du match, sur la première demi-heure, en gros, et que le pressing de Saint-Gall a posé beaucoup de problèmes aux Yverdonois. Et on l'a vu, à ce moment-là, cette pression n'a pas permis à des joueurs qui sont plutôt à droite techniquement à Yverdon de pouvoir exprimer leur football. À partir de la demi-heure, il y a eu un peu moins d'intensité du côté de Saint-Gall et j'ai trouvé qu'en seconde mi-temps, il y en avait plus tellement du côté de Saint-Gall et c'est là qu'on a vu les qualités techniques des joueurs d'Yverdon qui ont quand même fait une bonne, à mon avis, une bonne deuxième mi-temps. Mais honnêtement, Tazar, Marquezano, Sessolo, en face, Dokoroji, Klein, Beckel, là, le tout grand Ruiz ou Dachner, c'était vraiment léger offensivement hein, du côté d'Yverdon. Euh, et puis les joueurs qui ont réussi à faire 90 minutes pleines du côté d'Yverdon, c'est non seulement ceux qui ont une technique supérieure comme Sainz, j'ai beaucoup aimé son match à Sainz, mais il y a un joueur qui a répondu athlétiquement sur les 90 minutes à Yverdon, c'est Gnakpo. Gnakpo, Mm. il fait un match exceptionnel, le défenseur central d'Yverdon. Moi, je l'ai trouvé en dessus. Mais ça n'a pas été suffisant, malheureusement, pour pouvoir passer, parce que c'est vrai qu'à 1-0, il y a cette latte de Sainz qui peut changer peut-être la fin du match, mais c'est clair que sur les 90 minutes, on a vu quand même une supériorité du côté de Saint-Gall. Ouais, moi j'ai l'impression que Saint-Gall était presque en gestion. Alors, ils ont été en gestion par défaut, dans le sens où ils ont dû se priver de certains joueurs importants, de Stanic qui n'était pas là, de Witsik qui est blessé aussi. Enfin, donc il y a les deux jeunes qui ont joué, la Weibel et Ruiz. Et puis au-delà de ça, forcément, ça passe à travers l'esprit, mais est-ce que s'il y avait eu Adrien Urcea à la tête d'Yverdon, est-ce que ça aurait pas pu être un tout petit peu différent? Parce qu'on sait que lui, ce genre de match, face à des équipes qui pressent fort, il a quand même des ressources tactiques, des idées tactiques qui lui permettent de répondre à ces difficultés-là. Et il l'avait déjà fait avec Carouge, contre Bâle, contre Saint-Gall, avec Yverdon, alors contre Servette, contre Lausanne, qui pouvait être aussi un petit peu pressant. Là, tu te demandes quand même, est-ce que lui, il n'aurait pas eu d'autres idées, pu amener d'autres choses sur ce match-là? On peut discuter de toute la saison, de pourquoi il a été viré, etc. Mais sur ce match-là, je me dis que lui, c'était le genre de match que lui, il pouvait niveler un petit peu l'écart qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes. Ça ne veut pas dire qu'il serait passé, surtout pas, mais ça veut dire qu'au moins, on aurait peut-être vu un petit peu plus de confrontation dans le jeu, justement. Donc cette pression-là, ils auraient pu la maîtriser un petit peu, quoi. Alors, il y a en tout cas un élément de réponse à ta question, parce qu'on ne saura jamais. Mais Mm. finalement, les deux matchs de coupe que Yverdon a joué contre des équipes de Super League, en l'occurrence Lausanne et puis Servette, bah, ça a été ultra bien géré. Maintenant, voilà, euh, tirons quand même notre coup de chapeau à Yverdon, qui échoue aux portes de la finale. En tout cas, au niveau de la Coupe Suisse, ils n'ont pas fait pas le figure, bien au contraire. Et tu as mis en évidence deux noms que j'espère que le foot roman du tout haut niveau n'oubliera pas. C'est Yagan, moi j'en ai pas encore parlé, mais c'est un directeur sportif. Non seulement il a des raisons, mais il connaît le football. J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec lui. C'est un gars humble et il m'a jamais snobé. Quand j'étais en fonction au FC Bull, on avait des joueurs qu'on avait fait venir de Stade Lausanne. Et, euh, et honnêtement, c'est un gars qui aurait pu mériter la place à Servette. Je le dis franchement. Et puis, Ursa, il y a des clubs en Suisse romande qui vont certainement chercher un entraîneur. Ben, je pense qu'il mériterait une fois sa chance à ce niveau-là. Mais je pense qu'on en discutera tout à l'heure. On va discuter juste avant. Saint-Gall, forcément favori pour toi de la finale de la Coupe, ou bien sur une finale, ça nivelle l'écart et puis on se dit que tout est possible? Écoute, alors, forcément, par la Ligue, Saint-Gall est favori. Euh, mais si Stade Lausanne arrive à faire face à la furie qu'il y aura certainement en début de match, comme il y a souvent avec Saint-Gall, hein, qui marque très régulièrement dans les 20 premières minutes de nombreux matchs,
alors si Stade Lausanne n'est pas trop impressionné par l'atmosphère, que les joueurs jouent leur football, celui qu'on a décrit tout à l'heure, un football technique en mouvement et qu'ils y croient, honnêtement, on pourrait avoir un match très équilibré avec peut-être une sacrée bonne surprise à la fin et on irait jusqu'au bout du raisonnement sur la qualité technique du football suisse si Stade Lausanne devait être vainqueur. Ouais, et puis il y aura quand même une dimension importante pour Saint-Gall, c'est la pression. Parce que ça fait la Coupe de Suisse, depuis plusieurs années, est placée comme un objectif central. Ils ont fait 2 finales sur les 6 dernières années. Ils ont perdu les deux, une fois contre Lucerne, une fois contre Lugano. Là, il y aura forcément de l'attente. On passe maintenant peut-être au plus gros dossier de la semaine, en tout cas pour l'instant, en Suisse, sur la semaine qui vient de s'écouler. C'est évidemment le Lausanne Sport qui a évincé, je crois que c'était jeudi dernier ou mercredi dernier, Peter Zeidler. Alors on l'avait senti un petit peu venir, mais quand même, quoi, la décision, est-ce qu'elle s'imposait de fait? Toi, comment tu l'as vécu cette décision-là, qui n'était pas complètement inattendue non plus, quoi? Écoute, il y a un problème de fond finalement dans ces changements d'entraîneur. En Suisse, si je m'abuse, je crois que sur les clubs de Super League, 8 clubs ont changé d'entraîneur sans forcément avoir beaucoup de résultats. Il y a même le FC Zurich qui a changé 2 fois d'entraîneur dans la même saison. Euh, Moi, ça m'interpelle beaucoup. Je crois que quand il y a un changement d'entraîneur, un limogeage, je crois qu'il doit y avoir une répartition des responsabilités. Alors évidemment, on cherche toujours le responsable et que c'est beaucoup plus facile de couper la tête d'un entraîneur. D'accord? Ça, c'est là, le chemin très simple. Mais quand tu changes d'entraîneur, à un moment donné, toutes les strates d'un club doivent se sentir concernées. C'est-à-dire, premièrement, les joueurs. Ensuite, évidemment, un entraîneur et son staff et les dirigeants avaient, par l'intermédiaire de son directeur sportif, là, on parle de Stéphane Anchaud. Parce que quelque part, l'entraîneur, c'est toi qui l'as choisi, c'est le club qui l'a choisi. Indirectement, c'est aussi toi qui as choisi les joueurs. Est-ce que les joueurs correspondaient à ce que Peter Zeidler voulait mettre en place? Nous, on a dit non. Donc peut-être que tu t'es déjà trompé d'entraîneur au départ. Mais surtout, pour moi, je trouve que si je fais la balance, Valentin, parce qu'à un moment donné, tu fais des choix en fonction d'un bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est une élimination plus glorieuse en Coupe Suisse. D'accord? Bilan négatif. C'était donc contre Yverdon. Tu es éliminé contre Olomouc en conférence League, un adversaire qui était à la portée vraisemblablement du LS, sachant que LS a sorti des jolies écuries, des noms ronflants, d'accord, un Besiktas, un Fiorentina. Donc, il y a quand même quelque part un petit peu une déception. Le championnat, je dirais que la partie négative, c'est depuis la reprise, où on voit plutôt un LS régresser avec effectivement 2 dernières sorties manquées, que ce soit à Lucerne ou contre le Sion dans le derby. Mais globalement, et la question qu'on peut se poser, est-ce que le LS, avec ce contingent-là, pouvait prétendre à un meilleur classement? Aujourd'hui, le LS est à 1 point de Lucerne et à 1 point de Servette. Mais est-ce que le LS pouvait terminer dans les 6 premiers? Et si oui, à la place de qui? Moi, honnêtement, je vois personne. Donc, le point positif, c'est quand même ce parcours de manière globale en Conference League. Et puis, aujourd'hui, le LS est 9e. Moi, j'ai envie de te dire, par rapport à la qualité du contingent, c'est plus ou moins sa place. Donc, je suis très embêté par rapport à cette décision. Et puis, il y a tellement d'autres facteurs. Tu sais, il y a les réseaux, tout ce qui se raconte. Le coach de Olomouc qui dit ouais, de toute façon, on sait comment le LS joue en 4-4-2, on ne sera pas surpris. Et que tu apprends que tout ça est pris en compte dans les hautes strates du LS, tu dis ouais, tu vois, il y a beaucoup d'influences extérieures qui font que tout devient facile pour changer d'entraîneur. Mais pour moi, on doit aller au-delà de ça. Et encore une fois, les bons exemples, c'est Toul qui a pris le temps de rester en Challenge League pour construire un vrai projet. Puis aujourd'hui, ce projet, il est payant. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devait pas donner une seconde chance la saison prochaine à Peter Zeidler? Ça, c'est ma vraie question. Et je te la pose, Valentin.
Alors, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est dommage d'en arriver aussi vite à cette décision-là. Ça, c'est clair, clair et net. Ensuite, on peut prendre les arguments qui sont avancés. La question des progrès de l'équipe, j'accepte. C'est vrai que sur ces derniers mois, il n'y a pas de progrès. Ça, je l'entends. Est-ce que les joueurs ne font pas de progrès? Là, par contre, je suis pas d'accord. Je pense que Mwanga a progressé sur la saison. Je pense qu'il y a un Fofana a progressé durant la saison. Je pense qu'un Traoré a progressé pendant la saison. Ok, c'est pas devenu des stars de Super League. Il n'y a pas de souci. Je pense même, et je sais qu'il est pointé du doigt, un Lekweri, quand même, il progresse. Parce qu'il a joué des matchs qui sont plus importants. Parce qu'il a dû assumer un rôle qui est plus important que ce qu'il avait l'année passée. Donc oui, Lekweri progresse. Alors oui, Diakité n'a pas été bon sur la durée, mais moi j'ai presque envie de le mettre à part et on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast de Diakité. Janet, c'est aussi un cas à part parce qu'il est arrivé en étant très fort, il est toujours très fort. Donc voilà, la question des progrès, on peut les discuter. Mais là où ça m'embête vraiment le plus, c'est qu'il n'y a quasiment pas de remise en question ailleurs. J'écoute le discours de Stéphane Anchaud, j'écoute le discours de Vincent Steinmann, il n'y a pas de remise en question de leur part. Non, le problème, la communication qu'on passe, c'est comme si le seul problème du Lausanne Sport à l'heure actuelle était l'entraîneur. Je trouve ça un petit peu léger, juste en termes de communication externe. Peut-être qu'à l'interne, ils se remettent tous en question et il n'y a pas de souci. Mais le message que tu fais passer, moi, il ne me va pas. Donc déjà, il y a ça. Donc évidemment que si tu m'expliques qu'il y a une grande réflexion à l'intérieur du club avec cette éviction de Zaïdler sur comment on va travailler désormais, comment Anchaud va prendre des responsabilités différentes ou réaxer sa politique sportive, comment Steinmann, en incarnant Ineos, va porter un autre discours, va peut-être aussi tenser un tout petit peu Stéphane Anchaud. Il l'a plutôt protégé ces derniers temps. Moi, j'aurais pas de souci. Par contre, là, je trouve qu'on dit qu'il y a un seul bouton noir dans l'histoire, on l'a mis dehors et que voilà, ça peut que aller mieux. Donc c'est surtout ça qui me dérange sur le discours qui a été produit par le Lausanne Sport ces derniers jours, parce qu'il est évident pour moi que le problème, s'il y avait le problème de l'entraîneur, c'était pas le seul problème. Et il y en avait d'autres. Et je pense que le club a d'autres problèmes que simplement Peter Zeidler. Et je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer ces prochains temps. Ouais, puis tu sais, je crois que ça va un petit peu avec ce qu'on disait au début de notre podcast. À un moment donné, il faut voir aussi les joueurs que tu fais venir. Quand à Servette, tu perds un certain nombre de joueurs, on le relève que ces joueurs n'ont pas été remplacés, d'accord. Mais à Lausanne, on a tendance à un petit peu oublier que Magnin a eu Sanchez sous ses ordres, qu'il a eu Dussen, qu'il a eu des bons joueurs qui aujourd'hui sont plus au LS. Et on en a relativement peu parlé. Et comme toi, moi je pense que quand on en arrive à changer d'entraîneur, c'est une convergence de responsabilités et que c'est tellement facile de converger sur une seule personne. Pour moi, on doit effectivement se remettre en question à tous les niveaux, réfléchir réellement si le trading qu'on cherche à faire du côté de LS peut correspondre à avoir des objectifs plus élevés. Parce qu'actuellement, en Suisse, les clubs qui forcent le trading, il y a quasiment les 2 tiers des équipes concernées sont dans la difficulté ou en tout cas n'ont pas atteint leur objectif de la saison. Donc, posons-nous les vraies questions. Où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, je crois que là où ils veulent aller, c'est d'aller encore plus vers de la jeunesse. C'est comme ça que je le comprends. Et donc du trading. Parce qu'on ne fait pas de la jeunesse pour ne pas faire du trading actuellement. On ne fait pas de la jeunesse pour gagner. On peut gagner sur des séquences. Et encore, c'est pas garanti. Mais on peut pas. Enfin, c'est pas une politique qui est suffisamment fiable pour que ce soit le cas. Et là, c'est quand même le discours qui est transmis. Et donc, si tu transmets ce discours, alors, ça veut dire que tu revois quand même un petit peu à la baisse ses ambitions, à mon avis. Je Clairement. pense qu'on ne vise plus la Coupe d'Europe comme on le visait cette année, même si on ne l'a jamais dit, etc. Donc, déjà ça. Donc, forcément, il y aura peut-être plus d'indulgence vers le prochain entraîneur. Mais alors, le prochain entraîneur, il devra faire jouer des jeunes, les développer, et il faudra vraiment voir un développement des jeunes, des joueurs comme ce qu'ils attendaient de Peter Seidler finalement, en le disant sans le dire, en le faisant comprendre. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, où est-ce que tu vas, avec quel successeur potentiel et quel profil d'entraîneur tu vas aller chercher. Alors, on a lu quelques noms dans la presse, on a lu Dante,
qui est encore joueur à l'heure actuelle, on sait qu'il était a priori sur la liste du Bayern pour les moins de 23 ans. On sait qu'il est dans la structure Ineos, donc on peut comprendre pourquoi on pense à lui. Peut-être qu'il y a d'autres profils. Je ne sais pas quel genre de successeur t'imagines, mais moi je pense qu'un mec, un jeune, c'est comme Dante, c'est quand même un petit peu risqué. Ou alors tu formes aussi l'entraîneur, quoi. C'est un petit peu ça. Ouais, mais moi, il n'a jamais entraîné Dante, on est d'accord. Justement. Donc, moi, prendre Dante, moi, je trouve quand même que c'est avoir une prise de risque. Il faut arrêter de sous-estimer notre championnat. On a parlé de l'aspect négatif, sa technique. Mais il y a d'autres aspects où ça court, ça tamponne. Au niveau des disciplines tactiques, honnêtement, on est loin d'être ridicule. Donc, il ne faut pas sous-estimer notre championnat. Sur l'aspect technique, oui, il est en retard. Et là, il y a quelque chose à faire. Mais sur les autres aspects, on est loin d'être ridicule. Donc, pour moi, aller chercher un entraîneur inexpérimenté qui ne connaît pas le truc, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix, vraiment. Après, le profil idéal, euh, on ne veut pas faire, apparemment, d'après les propos de Steinman, on ne veut pas faire du réchauffé. Ça veut dire quoi? On ne va pas chercher Contini, on ne fait pas revenir Magnin. Ça peut vouloir dire ça. Mais est-ce qu'un Urcea ne mériterait pas, sa chance? Maintenant, on connaît Urcea, il a aussi sa tronche, ses idées. Ça veut dire que tu dois travailler main dans la main et que lui, il veut travailler d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il a un choix sur les joueurs. Et en l'occurrence, faire du trading et un choix sur les joueurs, il me semble qu'il y a une dichotomie qui ne fonctionne pas. Ouais, et puis surtout, Urcea, alors pour le connaître un petit peu, pour l'avoir vu travailler aussi ces dernières années, c'est quand même pas un entraîneur qui mise énormément sur les jeunes, hein. Alors, s'il a des jeunes qui sont totalement performants, il les fera jouer. S'ils sont dans le profil qu'il recherche, il les fera jouer, il n'y a pas de souci. Mais à part son expérience avec les moins de 21 de Servette sur une demi-saison où il avait été super, hein, c'était 2019, il avait gagné tous ses matchs, on l'a pas vu beaucoup travailler avec les jeunes sur les dernières années. Donc, pour moi, en effet, là aussi, il y a la dichotomie pour moi. Et puis, on sait à quel point il veut avoir du contrôle sur ce qui se passe autour de lui. Et si ça a clashé entre Zeidler et Ancho, d'une manière ou d'une autre, ça peut clasher entre Ursa et n'importe qui. Pour moi, ça me semble évident. On sait qu'à une certaine époque, il était tout proche de venir. À l'époque, c'était quand il y avait Souleymane Cissé qui était directeur sportif. Ça va aussi clasher à un moment ou à un autre dans les négociations. Et c'est pour ça qu'il n'était pas devenu entraîneur du LS. Maintenant, Ursa, il inspire d'autres personnes. Et je sais que, par exemple, on parlait de Dante. Ursa et Dante sont très proches. Donc, est-ce que prendre Dante, c'est pas finalement dire on prend entre guillemets Ursa sans la personnalité d'Ursa? Il y a peut-être ça aussi derrière. Tu vois, il y a peut-être cette réflexion-là aussi qui peut se faire. Mais au-delà de ça, au-delà d'Ursa, de Dante, les profils évidents, ils sont pas non plus légion. En tout cas, qui connaissent le football suisse. Alors, à moins qu'il y ait des entraîneurs qui montent, qu'on n'arrive pas forcément à imaginer, peut-être un Dalibor Stefanovic. Alors pourquoi pas? Alors ça peut être un profil comme ça, comme lui. Mais j'en vois pas 1000, quoi. Ouais, puis tu vois, un fric qui serait libre, hein, lui, il a plutôt Mais il une viendra pas à vision. Lausanne. Il va pas venir à Lausanne. Donc, c'est vrai qu'on ne croule pas non plus sous la quantité d'entraîneurs qui est possible. Dans tous les cas, j'aimerais juste terminer par cette remarque. Rappelle-toi ce qui s'était passé après la défaite contre Lucerne, où Peter Seidler, étonnamment, en conférence de presse, avait dit qu'il avait causé avec Stéphane Anchaud, qu'ils avaient une vision identique et qu'ils allaient travailler main dans la main. On a vu le résultat 3 semaines après, Seidler n'est plus là. Et je te rappelle, j'avais fait un clin d'œil en disant, je n'ai pas reconnu de Seidler. Je le trouvais mou et il tentait de nous rassurer par un discours qui était pour moi un discours de façade. Donc, l'idée en tout cas, c'est que Stéphane Anchaud et le futur entraîneur aient une vision commune. Parce que s'ils n'ont pas une vision commune, et on a senti assez rapidement quand même, lorsque ça est arrivé, que les visions n'étaient pas forcément dans la même direction et identiques, alors le LS sera à nouveau voué à l'échec. On va passer maintenant au F-Session. Alors, pour être totalement transparent, on enregistre ce podcast à la mi-journée mardi. On sait que assez rapidement, il devrait y avoir des annonces du côté du F-Session, notamment autour de l'avenir de Didier Tolo. Donc, on va pas non plus trop présumer de ce qui pourrait se dire durant cette conférence de presse.
Mais je te propose qu'on parle quand même du FC Sion pour la semaine importante qui s'ouvre à lui, que ce soit au niveau de l'entraîneur bien sûr, mais aussi au niveau du sportif tout simplement, avec ce match contre Bâle qui arrive en fin de semaine, qui arrive dimanche, ça fait dimanche à 14h à Saint-Jacques. Euh, c'est un match important et j'ai presque envie de te demander si c'est pas le match le plus important de la saison du FC Sion, dans le sens où il y a peut-être la quatrième place du championnat qui se joue sur ce match-là. Ouais, alors, je tente de nuancer l'importance que tu donnes au match. Pour moi, il y a quand même tout ce qui a été fait sur les 33 premières journées. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Donc, oui, ça devient le plus important pour ce nouveau championnat qui commence. D'accord? Et d'autant plus important que le même week-end, tu as un Toul Lugano samedi et que dimanche, il y a Bâle-Sion. Qu'aujourd'hui, Sion est en posture de chasseur. Donc, en allant gagner à Bâle, tu passerais à 55 points. Et imaginons que Toul finalise le titre en gagnant contre Lugano. Donc, en passant à 55 points, Lugano resterait à 57. Donc, tu pourrais même encore aller chasser Lugano, d'accord, pour une troisième place. Donc, il est importantissime, ça c'est sûr, par rapport à ce nouveau championnat qui commence. Dire que c'est le plus important de la saison, moi, je n'oublie pas tout ce que le FC Sion a fait et qui a permis au FC Sion d'être où il en est aujourd'hui. Je suis d'accord, il y a un côté un petit peu bonus aussi, parce qu'on sait que la Coupe d'Europe devient un objectif sans l'être complètement. C'est un objectif de fin de saison qui est légitime et qui devient de plus en plus prégnant par le fait de cette quatrième place qui pourrait être qualificative pour la Coupe d'Europe. Maintenant, pour moi, il est important parce qu'il ne faut surtout pas le perdre en fait. Si tu le perds, tu as quand même un écart qui commence à être intéressant. Enfin, important, avec 5 points de retard au moins sur eBay. eBay qui jouera Saint-Gall sur ce week-end. Donc là, l'enjeu pour moi, il est surtout là. À mon avis, tu fais match nul, tu restes dans la course. Bâle, on voit qu'ils peuvent perdre des points à tout moment. C'est vraiment pas un souci. Tu peux aller les chasser jusqu'au bout. Lugano, faudra voir quelle stabilité ou instabilité ils pourraient avoir d'ici à la fin de saison. Même si je pense que pour eux, de finir dans les 3 premiers, c'est pas loin d'être vital quand même. Ils ont besoin de la Coupe d'Europe, surtout avec l'entrée dans le nouveau stade qui va intervenir pour la saison prochaine. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Mais pour moi, il ne faut pas le perdre, ce match-là. Et c'est là où tu as le droit de mettre une certaine pression sur le FC Sion. Et j'en mets une certaine. Maintenant, je pense que Sion a tous les arguments nécessaires pour être compétitif dans ce genre de match. Face à un FC Bâle qu'on a vu encore, franchement, assez fébrile dans ce match-là contre Thun samedi. Ouais. Et je pense que si on a la meilleure version du FC Sion, celle de la deuxième mi-temps, notamment dans le derby contre le LS, je pense que le FC Sion peut prétendre à les gagner à Bâle. Et ça fait bizarre de le dire, hein. Il n'y a pas si longtemps, Bâle ou Berne étaient des lieux imprenables pour les Valaisans. Mais avec ce qu'on voit, il me semble qu'il y a aussi au niveau de l'esprit quelque chose qui s'est instauré au fil de la saison, une sorte d'envie de prouver que ce n'est pas un hasard où on en est là. C'est vraiment le fruit d'un travail de toute une saison et de 3 ans de suite pour Didier Tolo. Et qu'il y a la possibilité vraiment d'aller chercher cette quatrième place, voire même la troisième en cas de succès. Mais tu as raison, hein, en cas de défaite, je crois qu'il n'y aura plus de joke. Tu dois tout gagner pour pouvoir prétendre. Donc, il reste quand même plus que des clients, hein, dans ces 5 derniers matchs. Donc, ouais. Et puis, ce serait aussi vraiment bien lancé ces 5 derniers matchs d'aller gagner à Bâle, quoi. Donc, tu lancerais aussi pas seulement. Enfin, tu vas pas chercher seulement à passer, mais tu lancerais aussi cette dynamique des 5 derniers matchs. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a quand même un point que j'ai envie de soulever, c'est le retour de Donat Roudani qui va intervenir normalement dès ce match-là. Alors, j'imagine bien pas en tant que titulaire. Et je pense qu'il sera rarement titulaire d'ici à la fin de saison, parce que ça tournait bien sans lui quand même. Mais on a vu l'impact qu'il pouvait avoir dans certaines périodes du FC Sion en tant que joker, notamment à l'automne, où là, quand il rentrait, il se passait un truc, il arrivait à être décisif très régulièrement. Et c'est quand même un joueur un petit peu différent à Sion, dans l'effectif qu'ils ont. Une espèce de meneur de jeu, pas à l'ancienne, mais qui a quand même une vision que d'autres n'ont pas. On revient toujours sur la thématique de la technique, hein, qu'on a introduit dès le début de l'émission.
Mais c'est quand même un profil qui change et qui a cette capacité à être décisif, que ce soit sur coup de pied arrêté ou aussi dans le jeu. Et je pense que c'est pas à négliger pour Didier Tolo d'avoir cette arme en plus de Franck Surdé qu'on a souvent évoqué ces derniers temps. Ouais, alors évidemment, plus t'as d'armes, et puis là, on peut presque parler d'une arme secrète parce que ça fait quand même un moment qu'il n'a pas joué. Puis on sait que souvent les joueurs qui reviennent à la compétition, souvent sur leur premier match, ils sont souvent assez étonnants. Après, ça peut se compliquer pendant un, deux matchs là, qui suivent parce qu'il y aura une histoire de rythme, hein, vraisemblablement, pour Donat Roudani. Mais ils ont toutes les armes, même sans Roudani, pour aller gagner. Parce que, on l'a souvent dit, hein, éventuellement dans une perspective de progression pour la saison prochaine, on parlait d'un joueur par ligne, en tout cas un défenseur axial. On se disait pourquoi pas du Bosson, mais en tout cas un joueur axial et puis un joueur au milieu de terrain. D'ailleurs, je me demande si un Bastien Thomas pourrait pas faire son retour en Valais. Je dis ça, je dis rien, mais il serait pas malheureux de quitter la Pologne pour venir en Valais. Donc, ça pourrait faire partie de ce joueur dont on parlait, tu sais, pour Mm. aller un petit peu mettre de la concurrence, notamment à Balthazar. Donc, moi, oui, c'est un élément de plus. En plus, le gars, il aura une monstre envie de jouer, mais tu peux lui donner quoi, 10-15 minutes, quoi, tu vois. Donc, mais bon, écoute, ces derniers temps, t'es bon, hein, Valentin. T'es bon Ouais, sur les pronostics. Ah, la tu as finale, je été l'avais, très hein. bon, hein. Tu as été très bon sur les pronostics et peut-être que Donat marquera un goal et te donnera une fois de plus raison. Il y a un point sur lequel on va être fixé assez vite, c'est le titre de champion de Suisse. A priori, le FC Thun va l'être ce week-end, au pire sur le match d'après. On rappelle, il leur faut 2 points, je crois, sur les 5 derniers matchs. Donc une victoire contre Lugano ce week-end serait une garantie. Un match nul, voire une défaite, pourrait suffire en fonction du résultat de Saint-Gall contre IB. Pourquoi, d'après toi, Thun a tant dominé la saison de Super League de bout en bout, hein? Moi, je me souviens, après 4 journées, déjà, c'était un petit peu la surprise et pour moi, c'était un peu une sensation qu'il fallait évoquer. Je les voyais pas durer à ce point et même cet hiver, j'avais encore un petit peu de doute sur la deuxième partie de saison en fonction de l'adversité. Mais il faut bien s'incliner. Ils ont été très largement dominateurs et largement plus réguliers que toutes les autres équipes. Pourquoi, d'après toi, ça a été le cas? Écoute, il faut plusieurs ingrédients, mais en tout cas, un ingrédient, clairement, c'est le travail. Le travail de tout un club, de Gerber, mais particulièrement quand même de Lustrinelli et de son staff. C'est des gens très sérieux. Et quand tu vois la qualité du collectif, parce que c'est ça qui fait dire qu'il y a du travail derrière ce qu'on voit. Il y a les qualités individuelles des joueurs. Il ne faut pas les négliger. D'accord? Il y a des bons joueurs, mais ils ont réussi à se mettre au service d'un collectif. Et le collectif, tu le travailles durant la semaine. Et quand tu vois cette équipe, ces replis défensifs, c'est exceptionnel. On arrive à mettre dans l'équipe Eleven Gold, euh, moi j'ai mis le gardien plus 3 défenseurs. Donc, et c'est des gars qu'on connaît à peine, d'accord, au niveau de la défense. Donc, j'exagère un peu, mais le travail, le quotidien. On a travaillé sérieusement, on a été minutieux, on a travaillé les détails, on a travaillé les balles arrêtées, on a travaillé les transitions, attaque défensive, def off. Et ça se ressent. Il y a une régularité, il y a une signature. Moi, je dis toujours, si tu floutes les visages et la couleur des maillots et que tu me montres tout à la télé, je reconnais tout de suite le jeu du FC Thun et c'est la seule équipe qui a une telle signature. Donc, pour moi, il y a eu un monstre boulot. Et puis, il y a toute l'humilité. On est dans l'Oberland bernois, on n'a pas le melon, on ne s'est jamais enflammé, jamais. Comment on arrive, avec le FC Thun, néo-promu, des petits moyens, arriver à gagner quoi 11-12 matchs de suite? C'est exceptionnel. C'est quasiment du jamais vu. Donc, pour moi, chapeau bas, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Et puis, t'as beau être travailleur, si tu n'as pas un minimum de qualité individuelle, tu n'y arrives pas. Et là, les joueurs, en fait, Lustrinelli, il a retiré le meilleur de chaque joueur, l'essence même de chaque joueur. Et pour moi, c'est un beau champion et surtout un champion qui a mérité. Qui a mérité. Parce qu'à la différence de quelques champions
qui ont précédé le FC Thun, souvent on disait, bon, c'est IB ou c'est Bâle. Des fois, il y avait du service minimum, tu sais, parce qu'ils étaient tellement dessus qu'il y avait de la gestion. Je crois que Thun n'a jamais pu faire un service minimum, parce qu'ils n'avaient quand même pas... Oui, ils sont au-dessus au niveau du point, mais ils ont toujours dû se battre. Tous les matchs donnés à fond. Ils n'ont jamais triché. Et moi, seulement pour ça, je leur tire mon chapeau et respect pour tout ce qui a été fait au FC Thun. Ouais, je crois que ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un projet de jeu qui était clair et maîtrisé du début à la fin. Alors, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la stabilité, le fait que tu joues de la même manière depuis 2, 3 ans, alors avec des détails, des ajustements, des joueurs qui arrivent en plus, qui te donnent plus de ressources aussi. Mais projet de jeu clair et maîtrisé. Et contrairement à ce qu'on dit, et je sais que Luis Renelli s'en est un petit peu énervé l'autre jour en conférence de presse, c'est pas que du jeu long, c'est pas que des longs ballons. Alors oui, il y a des longs ballons, oui, il y a des deuxièmes ballons, beaucoup, ça c'est clair, c'est une valeur refuge pour eux. Mais quand même, quand il faut sortir la balle, développer les premières passes, éliminer un pressing, ils sont capables de le faire, ils sont capables de jouer court. Combien d'équipes de Super League je vois sur une sortie de balle, un 6 mètres, le défenseur mettre la balle au gardien qui met une longue juste parce qu'il y a un mec qui lui sort un petit peu dessus. Non, la Toon, ok, je mets la balle, je fais une première passe souvent vers les côtés où il y a un peu d'espace, ou vers l'intérieur si on laisse l'intérieur comme l'autre jour, et on ressort, et ok, on fait 2-3 passes, et après, en effet, il y a de la verticalité, parce que ça reste quand même leur identité, ils font pas 15 000 passes, ils font pas des longues séquences de possession, par contre, ils n'auront pas peur de la pression. Et là, c'est ça qui est intéressant, même s'il faut bien dire qu'il y a quand même une valeur refuge, comme je te dis, de verticalité. On joue les longs ballons, on met de l'intensité, et c'est ce qui leur a permis de dominer tout le monde. Maintenant, moi là, ce que je trouve surtout triste, c'est qu'il n'y ait pas eu de réponse à ça. Personne n'a trouvé une bonne réponse à ça. Le seul qui a réussi sur quelques matchs, c'est un petit peu Saint-Gall, parce qu'ils sont rentrés dans l'intensité en mettant encore plus d'intensité sur certaines actions. Et franchement, ça faisait pas des très beaux matchs. Mais allez, Lugano aussi sur un ou deux matchs, parce qu'on voit que c'est une équipe qui maîtrise techniquement, qui est là. Mais Bâle, qui était champion en titre. Mais IB, qui devrait avoir d'autres idées, qui avait beaucoup de moyens. Servette, qui est censé avoir une identité de jeu. Enfin bref, toutes ces équipes-là, je trouve ça déplorable, la saison qu'ils ont faite, enfin le fait qu'ils n'aient pas eu de réponse par rapport à l'intensité que Toon leur proposait. Parce que Toon, le principal truc qu'ils peuvent imposer dans un match, c'est l'intensité. Et si tu n'as pas de réponse à ça, pour moi, ça prouve quand même les limites que tu as aussi au niveau européen. Ben, tu vois, peut-être que ce que toi t'appelles comme valeur refuge et moi que j'appellerais ça le compte en banque, dans le fond, il est tellement de qualité que les équipes ont eu beaucoup de difficultés par rapport à cette valeur refuge. Et moi, je suis un peu de ceux qui ont plutôt admiré cette verticalité. Pour deux raisons essentiellement. C'est qu'il y a une science de l'espace qui a Ah été oui. très étudiée par Toul et que, comme par hasard, les attaquants font souvent de très judicieuses Ah appels oui. dans la profondeur. Et ça, c'est pas un hasard. Et la deuxième chose, faut-il encore que la passe longue arrive? Elle exige une certaine qualité dans le timing, dans la précision. Et que Toul l'a très bien fait. Et qu'au niveau européen, les matchs qu'on voit en Champions League, qui sont un peu débridés ces derniers temps, honnêtement, certains, ils ne s'inspirent pas de Toul, mais il y a un jeu qui est très verticalisé et c'est ce qui nous plaît aujourd'hui. C'est ce qui nous plaît. Et moi, je n'ai jamais, jamais, dans aucune interview, dans aucune présence sur un plateau télé, remis en question ça. Moi, je trouve que ce n'est pas du football primaire. Et je comprends que Luis Rinelli se fâche un peu, parce qu'on a tendance à dire, ouais, c'est un peu où ça football, tu sais. Mais non, moi je trouve que c'est bien joué, c'est étudié, et puis c'est pas si simple de faire l'appel au bon moment pour pas être en jeu, puis surtout pour te donner une chance d'aller vers le goal. Et puis derrière, il y a tous les autres aspects techniques. Et honnêtement, ils l'ont très bien fait. Je me demande ce qui va se passer la saison prochaine, pour autant que le FC Thun puisse garder une grande partie de son contingent, parce que j'ai peur qu'il se fasse déplumer et T'as vraiment qu'on peur de ça? déverrouille. Moi, j'ai Pardon? pas peur de ça. Pour moi, il y a très peu de profils qui sont valorisables sur le marché, qui pourraient partir dans d'autres clubs, hein. Moi, je pense que, allez, Meshtri, Rachetener, parce qu'il a fait une belle saison, il peut aller trouver un club à l'étranger dans un championnat un petit peu Ouais, mineur. Mais même, tu vois, Ibaï, 30 ans, il y a personne qui va aller chercher, quoi. ouais c'est Personne. ça.
Ouais, c'est Donc moi, ça. j'ai pas peur de ça pour Toon. Un Eulé, oui, on en a parlé. Eulé, lui, il a un profil qui peut aller trouver un Bâle, un IB, un grand club Ouais, suisse, un Lugano, voilà. Mais je pense que si je suis Toon, je suis assez serein. Ou alors, c'est les mecs qui ont pris la grosse tête et puis qui veulent absolument ouais. voir autre chose. Mais ça, c'est autre chose, quoi. Bon, après, tu sais, il y a aussi un autre appel, hein, Valentin. Je pense que c'est pas à Toon que tu le gagnes mieux et puis que quand tu peux doubler, tripler, quadrupler ton salaire, ben, à un moment donné, hein, voilà. Oui, Mais en tout cas, la conclusion, c'est que le FC Toon nous a épatés quasiment toute la saison. Et moi, je tire mon chapeau à cette équipe et à son staff et à Lustrinelli en particulier. Parce que, tu sais, ça va avec tout ce qu'on a dit. Même si le jeu pouvait nous paraître des fois un peu simpliste, mais il y a des grandes personnalités du football, et Johan Cruyff en particulier, qui a dit jouer simple, c'est la chose la plus compliquée dans le football. Et, et Toon l'a réussi admirablement. ouais. Mais là où je suis d'accord avec toi, moi, en fait, j'ai un respect immense pour le travail qu'a fait Lustrinelli. Parce que pour le coup, je pense que c'est pas simple, en fait, ce qui est mis en place. Ça paraît simple, mais ça l'est pas. Par contre, ça mise sur d'autres qualités que simplement la technique. Et quand même, là, il y a quand même une question de timing, de course, d'intensité, de débauche physique. Et je trouve que si tu mets un spectre, t'as ça d'un côté, il faudrait de l'autre côté une équipe qui soit techniquement forte pour répondre à ça. Si je schématise, c'est l'époque City-Liverpool avec le City de Guardiola, jeu de position très posé, etc. Et le gegenpressing de Klopp. On est dans un autre football qui a changé un petit peu actuellement. Mais pour moi, il faudrait trouver cette espèce d'antidote, de réponse en tout cas à ça, sur la durée, qu'il y ait une équipe qui fasse ça. Et là où mon problème, c'est qu'il n'y a personne qui à trouver les réponses techniques pour durer face à ce genre d'équipe. Et ça me gêne un petit peu. On va passer au pronostic. J'ai sélectionné 4 matchs. On va retourner sur la Super League parce que c'est ce qui va nous occuper en tout cas les prochaines semaines. Et là, au moins la première journée de ce tour, d'un côté de relégation, d'un côté pour le titre de champion, au moins il y aura du suspense. Je ne sais pas jusqu'à quand on aura beaucoup de suspense encore dans le championnat. Mais là, il y en a sur cette première journée pour dire certaines choses, pour valider certains acquis. On va quand même parler des romans et commencer par le premier match en niveau chronologique. Ce sera Lausanne contre Zurich, samedi à 18h à la Tuilière. Ce sera le premier match du duo Bacha-Neumayer. Alors, quelle équipe on va avoir de Lausanne, c'est très difficile à imaginer. Mais Zurich en face aussi, ça bouge beaucoup. On en a parlé la semaine passée. Comment tu vois ce match-là? Le match des nouveaux entraîneurs, finalement. Des intérimaires. Ouais, ouais, c'est ça. Écoute, le LS, pour moi, a tellement été mauvais contre Sion qu'il doit réagir et il y a quand même une résultante à tout ça, c'est l'éviction de Peter Seidler. Si tu es joueur avec un minimum de fierté, honnêtement, tu te dois de réagir chez toi, devant ton public, à la tuyère. Euh, pour moi, alors, face à un Zurich qui est vraiment aussi dans une spirale terriblement négative, allez, j'hésite entre un match nul ou une victoire du LS. Mais je crois à l'orgueil des joueurs, j'espère, parce que sinon, on pourra aussi pointer quand même encore plus que ce qu'on a fait les joueurs. Victoire du LS. Ouais, moi je mets un match nul parce que Zurich a plus besoin de gagner que Lausanne. Je suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup plus les capacités et les qualités, mais au moins ils vont essayer d'aller les chercher. Et Lausanne, je sais pas à quoi va ressembler l'équipe finalement. Est-ce que pour le coup ils préparent la saison prochaine avec des joueurs en moins, etc. Est-ce qu'ils veulent absolument valider leur maintien dès maintenant et donc ils mettent la meilleure équipe possible avec, je sais rien, un Diakité qui revient au centre du jeu. Enfin bref, moi je pense que Zurich a plus intérêt à gagner et donc Zurich risque d'embêter un petit peu Lausanne. Donc je mets un match nul. Je continue dans l'ordre chronologique. Samedi à 18h, en même temps que ce Lausanne-Zurich, il y aura ce fameux Thun-Lugano. Est-ce que Thun sera champion après ce match-là? Écoute, ça va être certainement un match très intéressant avec deux équipes qui ont à faire valoir un système de jeu et puis quand même quelques qualités techniques, en tout cas sur un, deux joueurs. Mais moi, je crois que après cette victoire contre Bâle, je crois que le FC Thun veut au plus vite pouvoir fêter son titre et il serait très inspiré
de le faire contre Lugano. Donc, je vais mettre une victoire de Thun. Moi, je constate quand même que dans cette grosse période du FC Thun, depuis le début de l'année, bah, il y a une équipe qui les a battus 2 fois, c'est Lugano. Et c'est pas pour rien notamment, parce que dans cette idée de kryptonite, entre guillemets, d'antidote à Thun, je pense que Lugano les a. Et Lugano veut aussi aller chercher cette troisième place, voire la deuxième, ils peuvent revenir sur Saint-Gall. Donc je miserais bien sur Lugano qui retarde un petit peu la fête. Je dis pas que Thun ne sera pas champion ce week-end, mais je dis que Lugano risque de gagner à Thun. Ensuite, on passe à dimanche, on en a parlé. Bâle, Sion, pas besoin de refaire un petit peu les dynamiques, on a compris assez bien. Toi, comment tu vois ça? Victoire de Sion ou pas, du coup? Ouais, franchement, moi, je mise sur Sion, vraiment. J'ai bien envie que Sion gagne. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai assez envie d'y croire, en tout cas. Comme je disais avant, quand je vois Bâle actuellement, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Alors évidemment, c'est Saint-Jacques, etc. Mais alors déjà, je ne sais pas dans quelle mesure ça ressemblera à Saint-Jacques à l'intérieur du stade pour les vestiaires, etc. Donc je pense que vu l'incendie qu'il y a eu, ça risque d'être un petit peu différent dans l'accueil. Donc déjà, peut-être que ça peut jouer un petit rôle. Je sais pas. Et non, mais au-delà de ça, je pense que Sion a un sacré coup à jouer. Et je les vois bien jouer le coup. Et puis, à 16h30 dimanche, il y aura Servette Winterthur. Là aussi, Servette qui peut valider son maintien. Comment tu vois ça? Alors écoute, Winterthur a pris un grand coup derrière la tête en perdant contre Getse. Donc chez lui, allez, une jolie victoire de Servette. 3-0. Alors, je n'ai pas le score, mais je pense que la victoire de Servette, vu ce qu'on a vu ces derniers temps, je pense qu'on peut. J'ai envie de m'y fier. J'ai pas envie d'être déçu par Servette là. Et c'est une façon de conclure un petit peu cet épisode un peu compliqué pour Servette. On a beaucoup parlé de maintien. Alors, évidemment, on n'en parle plus depuis quelques semaines, mais au moins, ce sera définitivement derrière. Et on pourra vraiment penser à la suite. Donc, oui, victoire de Servette. Steve, on a fait un petit peu le tour de l'actualité de ce week-end, de cette semaine. Il y avait quand même pas mal de trucs, même s'il n'y avait pas de vraie journée de Super League. Il y avait la Coupe de Suisse, il y avait quand même ce tourneball. Mais là, on est reparti pour une semaine entre guillemets classique. Donc, on se revoit, nous, la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour ce sera, toujours en début de semaine, comme d'habitude. Vous nous retrouvez aussi sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast, tout ce que vous pouvez, partout où vous pouvez trouver des podcasts, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et pour le reste, moi je vous dis à la semaine prochaine. Steve, à la semaine prochaine. Ouais, ciao Valentin. Et comme d'habitude, on n'oublie pas Laurent hein, qui. Allez, force à toi Laurent et reviens vite en pleine forme. Et on pense vraiment fort à toi. On penserait fort, on se réjouit de l'avoir avec nous le plus vite possible, j'espère. Allez, ciao Steve, à tout bientôt. Ciao Valentin.